retour d'expo concerne une exposition sur les peintres orientalistes que j'ai eu le plaisir de voir au musée d'art et d'histoire de Narbonne. Elle se trouve au sein du palais neuf des archevêques de Narbonne, palais aménagé du XIVe au XIXe siècle. On est accueilli dans la cour du palais par une œuvre monumentale. Alors le palais des archevêques de Narbonne, que peut-être vous connaissez, hein. C'est sur la place, vous avez la voie romaine qui a été mise à nu là. Donc voilà, on est accueilli dans la cour du palais musée par une œuvre monumentale de grande beauté. Je vais tenir la main gauche. Une sculpture en bronze réalisée en 2023 par deux sculpteurs espagnols, Godert et Malavia, et cette sculpture a été acquise par le musée de Narbonne. Walking in Beauty. Dans mon exposé, j'ai privilégié la vie de certains artistes orientalistes dont les œuvres sont exposées. Beaucoup d'entre eux ont fait les mêmes choix, vécu les mêmes enthousiasmes en découvrant les femmes, les hommes, les paysages, l'architecture et les couleurs de l'Orient. J'ai préféré ne pas respecter un ordre chronologique des œuvres, mais une présentation par thème qui mêlera les époques, les styles. J'ai pensé qu'il était intéressant de commencer ma présentation par un aperçu le plus court possible du contexte géographique, politique et artistique de l'orientalisme et de son évolution au cours des siècles. Alors, une définition de l'orientalisme. L'orientalisme désigne un courant culturel européen né dès le XVIIe siècle, qui ne constitue ni un style, ni une école artistique, mais un climat intellectuel marqué par l'intérêt pour l'Orient. Développé dans la peinture française au XVIIIe siècle, il connaît son apogée au XIXe, nourri par l'ancienne fascination de l'Europe pour les grandes civilisations orientales telles que la Chine, l'Inde et l'Empire ottoman. Donc l'Orient géographique. L'Orient au monde oriental est en géographie un concept culturel principalement utilisé par les Européens. Globalement, le terme désigne les espaces situés à l'est de l'Europe, c'est-à-dire l'Asie. Cet espace abrite plusieurs groupes culturels et ethniques, incluant les cultures arabes, perses, turques, kurdes, arméniennes et juives. Ethnocentrée, la notion géopolitique de ces termes est liée à un projet de domination européenne sur l'Asie, qui aboutit à la division en trois grandes régions de ce continent à la fin du XIXe siècle: Proche-Orient, Moyen-Orient et Extrême-Orient. Le Maghreb, de l'arabe signifiant le couchant, désigne l'ouest du monde arabe. Il est pourtant, néanmoins, du point de vue artistique, assimilé à l'Orient. Donc je vous ai mis une carte avec les différentes parties géographique. Alors, l'Orient, la politique coloniale. L'orientalisme est une construction européenne qui représente et domine l'Orient. C'est avec cette manière de penser que le concept d'Orient se forme dans l'esprit occidental et montre un autre Orient, non géographique. L'Orient n'existe qu'en tant que création de l'Occident, et cette démarche aboutit au colonialisme politique, économique et social de quelques pays africains et orientaux par des pays européens. Je vous ai mis des rappels de colonisation. Oh, la couleur, pardon, j'avais pas vu, ça fait un peu rouge. C'est rouge. Parce que moi c'était grenat, mais là c'est rouge. En fait, vous lisez peut-être quand même, je pense. Bon, les dates de colonialisme ou de protectorat colonial des différents pays du Maghreb et les dates de l'Empire ottoman. Alors, le point de vue des artistes. L'Orient idéalisé, fantasmé, imaginé. L'orientalisme, qui désigne la représentation de l'Orient dans l'art occidental, a souvent obscurci la frontière entre le fantasme et la réalité. La mode orientaliste populaire en Occident pendant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, appelée turquerie, imitait des aspects culturels turcs, en particulier dans la musique, l'architecture, les beaux-arts et la mode. Pour un Européen de cette époque-là, l'Orient, ce sont les mille et une nuits, la vie fantastique et les palais enchantés. Une ambiance orientaliste qui apparaît au XVIIe siècle, dans les domaines de la littérature, de la musique, de la peinture. Alors j'ai fait des listes qui sont non exhaustives. Bien sûr, je me suis amusée à rechercher un peu. Voilà, vous avez les écrivains. Alors je vais juste m'attarder un peu sur Shakespeare. Pour Othello ou Le Mort de Venise,
une tragédie qui a été écrite en 1603 et jouée pour la première fois en 1604. Il est souvent suggéré qu'Abdelwed Ben Messaoud, en tant qu'ambassadeur marocain ayant résidé à Londres en 1600 pour représenter le sultan auprès d'Élisabeth Ier, aurait inspiré William Shakespeare pour la création du personnage d'Othello. Voilà. Donc je vous ai mis un tableau bon, je ne redis pas le nom. Donc vous avez Molière, bien sûr le Mamamouchi, Les Mille et une nuits, la traduction du recueil en 1704. Voilà, bon, je vous laisse regarder Montesquieu, François de René de Chateaubriand. Beaucoup d'écrivains ont fait des voyages en Orient. Donc ils avaient un journal et ils écrivaient ensuite ce journal et ils le publiaient. Donc Victor Hugo en 1829 qui écrit Les Orientales et il note dans la préface que l'Orient est devenu une préoccupation générale. Gustave Flaubert, Gérard de Nerval, Théophile Gautier. Les musiciens, alors Amadeus, bien sûr, le décor, voilà, Amadeus, Mozart, Wolfgang Mozart. Qui compose en 1782 un opéra qui se situe dans l'Empire ottoman, l'enlèvement au sérail. François Boieldieu compose Le Calife de Bagdad, opéra comique joué pour la première fois à l'Opéra Comique en 1800. Ensuite, au 19e, le siècle des peintres orientalistes. Le 19e est marqué par l'essor de l'orientalisme, un mouvement artistique très présent chez les peintres. Inspiré par les voyages en Orient, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il connaît un grand succès auprès des artistes, des collectionneurs et du public. Le contexte de la colonisation française joue un rôle essentiel dans le développement et la diffusion de cet art. Alors l'orientalisme romantique. Les peintres célèbres. Les artistes et les écrivains romantiques sont séduits par la puissance de dépaysement d'un Orient dans lequel ils puisent avant tout des thèmes nouveaux. La cruauté du tyran, la sensualité et l'opulence des femmes des harems, qui traduisent la peur et l'anxiété d'un Occident maladivement frileux face à un Orient réputé violent et érotique. Pour la plupart d'entre eux, le voyage est une révélation, un déluge de nouvelles impressions, de sujets et de possibilités. Nombreux sont ceux tombés sous le charme, les fastes et les merveilles d'un Orient idéalisé. Des peintres comme Ingres, Delacroix et Gérôme sont des figures majeures de cet orientalisme romantique. Jean-Auguste Dominique Ingres. Non, je vous le montre après. Bien qu'il n'ait jamais voyagé en Orient, est l'un des grands représentants d'un orientalisme fantasmé. Dans le bain turc, peint entre 1852 et 1859, peint à la fin de sa carrière, il représente un Orient idéalisé, peuplé de 25 femmes nues, odalisques sensuelles, aux poses variées. Cette œuvre provoque des réactions opposées. Une forte fascination chez des artistes comme Picasso ou Man Ray, mais aussi un rejet marqué notamment de Paul Claudel qui voyait dans le bain turc une galette d'asticots, illustrant le phénomène de fascination-répulsion suscité par ce tableau. Est-ce que vous connaissez le tableau? Poum, la galette d'asticots. Bon, c'est vrai que c'est un Orient fantasmé, fantaisiste. Ensuite, Eugène Delacroix découvre l'Orient lors de son voyage au Maghreb en 1832, en accompagnant une mission diplomatique française au Maroc. Ce séjour lui permet de remplir des carnets de croquis et d'aquarelles riches en formes et en couleurs qui inspireront durablement son œuvre. Conservés aujourd'hui au Louvre et au musée Condé, ces carnets marquent le passage entre un Orient idéalisé et un Orient observé. Jean-Léon Gérôme. Il voyage à plusieurs reprises en Égypte, en Turquie et en Algérie, faisant de l'Orient une source majeure d'inspiration. Certaines de ses œuvres portent la marque du contexte colonial, comme la réception, que vous avez là, des ambassadeurs du Siam à Fontainebleau en 1861, qui met en scène la rencontre avec Napoléon III et souligne la domination et la supériorité de l'Occident sur l'Orient.
Les éléments politiques liés à l'Orient inspirent et émeuvent les artistes. La campagne d'Égypte de Bonaparte de 1798 à 1801, l'expédition, en dehors de ses aspects militaires, se double d'une expédition scientifique comptant historiens, botanistes et dessinateurs. Les artistes font des relevés de sites et de monuments. La description de l'Égypte, publiée en 1809, est une encyclopédie monumentale. Cette occupation française alimente la mode de l'égyptomanie et inspire des œuvres célèbres comme Bonaparte devant le Sphinx, peint par Jean-Léon Gérôme vers 1867-68. Il est conservé en Californie, ce tableau. La guerre de libération de la Grèce, 1821-1829, désir d'indépendance d'un peuple soumis à l'autorité ottomane. Cette lutte inspire et émeut les artistes libéraux. L'une des plus célèbres œuvres de Delacroix, Scène des massacres de Scio de 1824, qui est au musée du Louvre, y fait explicitement référence. Vous l'avez à droite. La conquête de l'Algérie, bien sûr, à partir de 1830, les différents affrontements qui s'échelonnent tout au long du XIXe siècle fournissent aux peintres de bataille l'occasion de représenter de nouveaux décors, comme le montre par exemple la prise de la Smala d'Abdelkader de Bélanger. Vous l'avez à gauche. L'établissement progressif de colons français renforce l'intérêt et la curiosité des Français de la métropole pour les paysages et les coutumes de l'Algérie, et certains artistes y séjournent à plusieurs reprises. Ensuite, les transformations économiques et culturelles à partir de la moitié du XIXe siècle entraînent un nouveau regard sur l'Orient. L'Orient oscille alors entre un Orient mythique et un Orient vécu. Avec le temps s'affirme et s'impose l'Orient du voyageur plus proche de la réalité, mais une réalité qui ne montre pas pour autant toujours tous les aspects de la vie autochtone et peu de traces visibles de la présence coloniale. Une évolution en marche, le post-orientalisme. Au XIXe siècle, de nombreux artistes français se rendent en Orient, en particulier en Afrique du Nord, en Turquie, en Égypte, dans le cadre de voyages encouragés et organisés par l'État et de sociétés savantes. Leur art prend alors une dimension documentaire, visant à représenter les colonies et à témoigner d'un Orient transformé par l'influence européenne à travers une observation précise et ethnographique des populations, des paysages et de l'architecture. Cette approche réaliste et naturaliste qui s'oppose à l'orientalisme romantique et idéalisé est qualifiée de post-orientalisme. La fin de l'orientalisme. En revanche, au XXe siècle, les thèmes orientalistes vont peu à peu disparaître et d'une certaine manière, on peut considérer que le démantèlement de l'empire colonial français et l'indépendance de l'Algérie en 1962 marqueront la fin de cette représentation artistique en France. Aujourd'hui, Titouan Lamazou, né en 1955 à Casablanca, est un navigateur, écrivain et peintre orientaliste, mais avant tout peintre du monde. Ses portraits de femmes et d'hommes sont dans la veine des artistes orientalistes du XIXe siècle. Le marché des peintures et tableaux orientalistes est aujourd'hui dynamique, particulièrement en France, où les collectionneurs et les institutions continuent d'être attirés par l'exotisme et le mystère des œuvres. Les salles de l'Expo. Le musée d'art et d'histoire de Narbonne, situé au sein du palais des archevêques de Narbonne, est particulièrement connu pour son remarquable ensemble de peintures orientalistes fonds constitués dès la moitié du XIXe siècle, considérablement enrichis à la fin des années 1990, début 2000. La première collection publique orientaliste en France, 125 œuvres. Une partie de l'accrochage est consacrée aux artistes pensionnaires de la villa Abdeltif d'Alger, dont je reparlerai plus tard. Les salles de l'exposition, 2 salles dédiées à Henri Destienne, un peintre orientaliste, présentent plus de 80 œuvres orientalistes pour une exposition permanente dans un décor inspiré des 1001 nuits. Reconstitution d'un mausolée entouré d'arcades, que vous avez ici. C'est vraiment magnifique. Voilà, le mausolée. Bon, le plafond n'est pas... mais les décors sont vraiment beaux. Vous avez aussi un palais maghrébin, alors avec des fontaines, c'est dans la 2e salle, et la mosquée de Cordoue, mettant en valeur l'Orient, ses architectures, ses couleurs éclatantes et ses jeux de lumière.
Alors pour mon exposé, j'ai placé en haut à gauche de tous les tableaux qui se trouvent dans l'exposition et qui proviennent du musée de Narbonne un blason de la ville. Parce que j'ai non seulement mis les tableaux qui se trouvent dans l'exposition, mais aussi d'autres œuvres des peintres concernés. Donc j'ai fait par thème, premier thème, les paysages, les déserts. Donc le premier peintre, Eugène François Adolphe Dessailles. Oh là, mais c'est vraiment rouge. Alors, voilà, vous avez le blason en haut pour le tableau donc, qui se trouve dans l'exposition de Narbonne. Formé dès 1882 dans l'atelier de Jean-Léon Gérôme, qui reconnaît son talent, Dessailles est envoyé en 1902 en mission officielle par le gouverneur général d'Algérie, accompagnant un détachement de la Légion étrangère chargé de délimiter la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Il parcourt le sud oréanais et le sud algérien. Il peint directement sur le terrain paysages et scènes observées. Je vous ai mis d'autres tableaux. Il signe ces fameux jardins d'Alger, qui sont vraiment très fleuris et très beaux, qui ont leur place marquée dans les plus riches collections du monde, comme ces peintures de la côte algérienne. Voilà un aperçu de ces œuvres. Jean-Désiré Bascoulès. Alors, il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Fernand Cormon, dont vous entendrez parler plus tard, pendant 2 ans. En 1924, il obtient un prix pour la halte au désert du Grand Tergue. Prix Abdeltif 1925, il travaille au Maroc et en Algérie. Le peintre est apprécié et protégé de Mohamed V, sultan du Maroc, qui lui réserve un pavillon solitaire dans le quartier de sa garde. Il retourne en métropole après l'indépendance de l'Algérie en 1962. Voilà. Là, je vais vous parler donc maintenant de la Villa Abdeltif, puisque Jean-Désiré Bascoulès a été lauréat. La Villa Abdeltif. Une partie de l'accrochage de l'exposition est consacrée aux artistes pensionnaires de la Villa Abdeltif d'Alger. Cette villa, c'est un demi-siècle de vie artistique. Le bâtiment, la Villa Abdeltif, du nom d'un ancien propriétaire Sid Hamoud Ben Abdeltif, est un ancien fort turc du XVIIIe siècle de style hispano-mauresque situé au-dessus du jardin d'essai, dominant la baie d'Alger et bénéficiant de lumière exceptionnelle. Donc la création de la, entre guillemets, Villa Médicis algérienne. La Villa Abdeltif est fondée en 1907 dans la banlieue d'Alger pour accueillir des artistes boursiers désireux de séjourner en Algérie. La Société des peintres orientalistes français, créée en 1893 à Paris pour appuyer le renouveau orientaliste, va, dès la mise en place du prix Abdeltif, organiser son concours, son jury et le séjour à Alger. Les artistes. La Villa Abdeltif offre aux artistes français, 2 par an, un lieu propice à une expérience authentique de l'Orient. De 1907 à 1962, près d'une centaine y développent une institution artistique originale, indépendante et libérée de tout académisme dans le contexte de la présence française en Algérie. Face à la luminosité qui se dégage de la ville d'Alger et des paysages, un des artistes de la villa déclare « Il y avait tellement de lumière qu'il n'y avait plus de couleurs. Le soleil les dévorait. Pour les traduire, il fallait tout réinventer. » À la suite de la création du prix Abdeltif, un mouvement pictural issu des peintres d'Alger et de l'Algérie, l'école d'Alger, est créé et se prolonge jusqu'en 1961. La villa et ses jardins ont été classés sur la liste des monuments historiques en septembre 1922, mais elle ne fonctionne plus depuis l'indépendance algérienne. Et je vous ai mis 2 extraits du règlement, ou 3 extraits du règlement. L'admission à Abdeltif se fait sur concours. Vous devez présenter au jury 3 œuvres, avoir 37 ans maximum et être un homme. Et une fois résident, ne pas recevoir ces dames après 19 heures. Plus tard, 2 femmes ont tout de même été lauréates. La première, Gisèle Georges Mian, peintre en 1956, puis Françoise Naudet, sculptrice en 1961, dernier prix Abdeltif, mais elle n'a pas pu se rendre en Algérie. Étienne Dinet, pour qui j'ai un penchant. Alors, Étienne Dinet est un peintre lithographe français, formé à l'école des Beaux-Arts de Paris, qui a consacré une grande partie de sa vie et de son œuvre à l'Algérie. Découvrant le pays en 1884 lors d'un voyage scientifique, il est profondément marqué par le sud algérien, notamment la région de Boussaada, considérée comme la porte du Sahara. Fasciné par la
culture des Ouled Nail. Vous en entendrez parler assez souvent par moi parce que les Ouled Nail reviennent souvent dans les tableaux des peintres. Facilement approchable, il séjourne régulièrement, peint ses premiers tableaux inspirés de cette région et apprend l'arabe afin de mieux comprendre les sociétés locales. Installé durablement à Bousaada, Diné développe une œuvre centrée sur la vie quotidienne, les rites et les paysages du Sud, cherchant à restituer un Orient vécu plutôt qu'imaginé. En 1908, il annonce sa conversion à l'islam qu'il avait entamé depuis plusieurs années et adopte en 1913 le nom de Nasr ed-Din. Tout en dénonçant les abus de la colonisation, il reste dans une position ambiguë, ne remettant pas ouvertement en cause le système colonial. Voilà, ce tableau, je le trouve très beau, gai, et puis qui ne reflète pas tellement l'image d'un monde musulman tel qu'on pouvait se l'imaginer. C'est donc les jeunes filles Ouled Nail. Ah, mais les couleurs, oui, c'est vrai, ça rend pas... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il est beau, et si vous avez l'occasion de le regarder sur Internet, les couleurs, c'est encore plus belle. Donc, son œuvre se distingue par l'absence de figures européennes, une attitude fréquente chez les peintres de la période post-orientaliste, traduisant sa volonté de préserver un univers qu'il estime menacé. Acteur engagé dans la vie culturelle algérienne en 1907, sur ses conseils est créée la Villa Abdeltif. En 1922, il fait ériger à Bousaada la Kouba devant abriter sa future tombe, c'est un mausolée. Il participe également à l'édification de la mosquée de Paris et accomplit le pèlerinage à la Mecque en 1929. Décédé la même année à Paris, il est inhumé à Bousaada où des funérailles officielles ont lieu en présence des autorités coloniales. Oublié en France, Diné devient après l'indépendance une figure majeure du patrimoine algérien, honoré par un musée à Bousaada et par la diffusion de ses œuvres dans la culture visuelle nationale. Après l'indépendance, le régime algérien fait de Diné une figure patrimoniale majeure et le présente comme marginalisé par la société française en raison de sa conversion. Cette lecture est cependant nuancée par les faits. Diné continue à exposer et ses funérailles se déroulèrent officiellement en présence du gouverneur général de l'Algérie française. Je vous ai mis son atelier sur une des terrasses de Bousaada. Et il a été peint par Émile Decker, qui est un peintre dont je parlerai un peu plus tard, peintre orientaliste. Maxime Noiret. Alors, autodidacte, il se rendit en Algérie pour des raisons de santé, s'installa vers 1882 à Alger. Il est novateur dans la retranscription du paysage algérien grâce au choix de formats panoramiques, comme vous le voyez. Il est novateur dans la retranscription... Oui, c'est ce que je viens de dire. Après avoir eu un atelier à Alger, il finit par s'installer à Bousaada, dont il contribua à la renommée dans le sillage et avec Étienne Diné. Voilà quelques-uns de ces... Donc ceux-là ne sont pas un arbre. La végétation. Robert Martin est un galériste et expert auprès de la Cour d'appel de Paris. En 1953, il obtient le prix de la Villa Abdeltif. Il prolonge son séjour, quittant l'Algérie en 1962. Voilà, alors, il a peint le jardin d'essai du Hama à Alger, jardin qui se trouve en dessous de la Villa Abdeltif. Et je vais vous en parler un petit peu du jardin d'essai du Hama d'Alger, considéré comme l'un des plus grands jardins botaniques d'Afrique et un important jardin d'essai et d'acclimatation. Ce lieu a inspiré de nombreux artistes. Créé par décret en 1832 par les autorités militaires françaises peu après la colonisation, il avait pour objectif initial l'expérimentation et l'acclimatation des espèces végétales. Progressivement transformé en jardin d'agrément, il est pris en charge après l'indépendance par le Centre algérien de la recherche agronomique. Aujourd'hui, il accueille chaque année un grand nombre de visiteurs. Bon, peut-être, je ne sais pas si on peut aller le visiter en ce moment. Alors, voilà, je vous montre un peu tous les styles. Pierre Gartier, qui est aussi prix Abdeltif 1960. Il obtient le prix Abdeltif en 1960 et devient un des derniers pensionnaires de la Villa Abdeltif. Devant l'insécurité régnant en 1961 et 62 en Algérie, il rejoindra la métropole en juin 62.
On peut dire que son style se rapproche de style cubiste. Jacques Majorelle, que j'aime aussi beaucoup, est un peintre orientaliste français formé à Nancy puis à Paris. Attiré par des climats chauds pour des raisons de santé, il découvre l'Égypte en 1910 et s'installe ensuite au Maroc. Dès 1918, il participe à une mission culturelle française à Marrakech, visant à mettre en valeur l'héritage berbère. Ses voyages dans le Haut Atlas, à partir de 1921, marquent profondément son œuvre, centrée sur les kasbahs aux formes sobres et architecturales qui lui valent le surnom de peintre du Haut Atlas. Installé définitivement à Marrakech, il fait construire en 1932 une villa atelier mêlant influences mauresques et art déco, qu'il peint en 1937 du célèbre bleu Majorelle. Alors, on le voit quand même ici. Vous avez voilà, le bleu Majorelle, vous en avez des traces un petit peu ici et sur le marché de Marrakech. Et là, maintenant, je vais vous montrer la villa avec son bleu Majorelle. Ah oui, alors, voilà. Là, je vais vous parler de l'Arwash, qui est une danse traditionnelle berbère. Alors, c'est en 1937, Majorelle peint l'Arwash à Tellouet, huile sur toile de très grande taille, 4 mètres par 3 mètres 60, restauré en 2001, ornant l'escalier d'honneur de la Wilaya, c'est-à-dire l'ex-hôtel de ville de Casablanca, inauguré en 1938. La danse de l'Arwash est bien plus qu'une expression esthétique, elle constitue un rituel social et spirituel fort. Face aux transformations du monde moderne, elle demeure un symbole de résilience et de fierté culturelle du patrimoine berbère. Je vous ai mis une photo au centre parce qu'elle est encore dansée. Et l'aquarelle que vous voyez à droite est une version du tableau qui se trouve à l'hôtel de ville, à l'ancien hôtel de ville de Casablanca. Je n'ai pas trouvé de photo du tableau. Suivant. Charles Théodore Frère, dit Frère B, est un peintre donc orientaliste. Avec un premier séjour à Alger en 1836, il accompagne l'armée française jusqu'à Constantine où il séjourne jusqu'en 1839 avant de revenir à Paris. Son œuvre très prolifique est presque entièrement consacrée à des sujets orientalistes, architecture, bazar, mosquée, café mort, caravane et paysages du désert, régulièrement exposés au salon. Là, vous avez un ciel avec on voit l'apparition de la lune que je trouve aussi magnifique. Le tableau est très très beau. Voilà les bazars, le bazar, le café mort, un dromadaire qui m'a plu, qui doit attendre son patron. Il y a aussi des caravanes, c'est un peintre des caravanes dans le désert. Après un voyage au Proche-Orient, l'artiste ouvre en 1853 un atelier au Caire et devient peintre de la cour égyptienne, recevant le titre de bey, vassal d'un sultan. En 1869, il accompagne l'impératrice Eugénie en Haute-Égypte lors de l'inauguration du canal de Suez et réalise des aquarelles du voyage sur le Nil. Commandées par l'impératrice, ses œuvres ne seront jamais livrées à cause de la guerre de 1870 et seront ensuite conservées par une amie du peintre. Le musée de Narbonne possède 4 tableaux de Théodore Frère. Les ports. Alors, Narcisse Bercher, peintre et graveur, un amoureux délicat et fidèle de l'Orient. Il visite l'Égypte en 1856 et traverse le désert du Sinaï accompagné de ses amis le peintre Jean-Léon Gérôme et le sculpteur Auguste Bartholdi. Il a désormais trouvé sa voie de peintre orientaliste. En 1860, Ferdinand de Lesseps le choisit avec d'autres artistes comme dessinateur officiel de la Compagnie du Canal de Suez. Autre style, autre période, le premier prix Abdeltif, Léon Covy. Au salon de 1907, donc, il obtient une bourse pour la Villa Abdeltif à Alger. Il est l'un des premiers lauréats du concours d'accès à cette nouvelle institution et tombe sous le charme de l'Algérie.
En 1909, à la fin de sa résidence à la Villa, il devient directeur de l'école des beaux-arts d'Alger, et ce jusqu'à sa mort. Sa présence, la qualité de sa peinture et son enseignement ont été des atouts pour le développement de la vie culturelle d'Alger. Ce qu'on peut dire sur les tableaux de peintres ablatifs du XXe siècle, c'est qu'ils se rapprochent un peu du fauvisme, de par leur couleur, les peintures avant-gardistes, l'impressionnisme. Encore, oui, de Léon Cowid, il a peint les Oulenneil, lui aussi, en 1932. Et vous avez une affiche qu'il a faite pour le centenaire de l'Algérie française. Versant Courdouan, donc une autre époque, il entre à l'école des beaux-arts de la Marine et décide de devenir dessinateur vers 1826. Alors le sujet du tableau, c'est en avril 1854, les Zouaves recrutés par les populations indigènes sont envoyés en Crimée pour participer à un conflit opposant l'Empire russe à une coalition réunissant l'Empire ottoman, le Royaume-Uni, l'Empire de Napoléon III et le Royaume de Sardaigne. Courdouan est non seulement un grand peintre de marine, peintre de bataille, mais également un peintre orientaliste, coloriste de talent, insatiable et pointilleux. Vous avez vu toutes les nuances qu'on peut trouver dans son ciel. Ambroise de Garneray. Il est un corsaire, peintre de marine, dessinateur, graveur et écrivain français, précurseur du roman d'aventure maritime. Il est fils aîné de Jean-François Garneray, peintre du roi Louis XVI. Il connaît une vie d'aventurier avec Surcouf et du Tertre. Il est fait prisonnier en 1806 par les Britanniques pendant 8 ans. Le corsaire ne doit pas être confondu avec un pirate puisqu'il exerce son activité selon les lois et l'autorisation de son gouvernement. Capturés, ils ont droit au statut de prisonniers de guerre, ce qui fut le cas d'Ambroise Garneray. Il s'impose sur la scène artistique. Je vais peut-être boire un peu. Voilà. Donc, il s'impose grâce aux guerres napoléoniennes en réalisant des représentations très réalistes de navires de guerre qui sont ses œuvres, huile sur toile, les plus recherchées. Ainsi, une toile signée de la main de l'artiste peut atteindre des dizaines de milliers d'euros aux enchères, comme en témoigne son tableau, La bataille de Navarin que vous avez là, tableau de 1830, adjugé 5 999 € en 2024. Tandis qu'il était estimé à entre 25 et 30 000. Achat du tableau par le musée de Narbonne. Et comme son père était peintre, il l'a peint jeune avec son chat. Je vais vous parler de la bataille de Navarin. Vous voyez un autre tableau peint par lui, commandé par l'État en 1852. Et cette bataille s'est livrée le 20 octobre 1827 en Grèce. Elle oppose la flotte ottomane à une coalition franco-russo-britannique durant la guerre d'indépendance grecque. Elle se solde par une défaite totale de la flotte ottomane. Alors, José Ortega, en fait, il y a pas mal de peintres étrangers, italiens, espagnols, belges, suisses. Mais je n'ai pas vu, mais peut-être qu'il y en a de peintres anglais. Il y a bien des peintres anglais orientalistes, mais je n'en ai pas vu dans l'exposition, et je ne sais pas s'il y en a. Donc, un peintre d'origine espagnole, José Ortega, lors d'un séjour à Boussaada avec Maxime Noiret, il devient l'un des fondateurs de la Société des artistes indépendants d'Afrique du Nord en 1925. Bâtiment, construction. Alors, Henri-Émilien Rousseau, rien à voir avec le douanier. Il est né, il étudie à Paris à l'école des Beaux-Arts, il est né au Caire comme vous voyez. Et les Beaux-Arts sous la direction du peintre Jean-Léon Gérôme. Peintre voyageur, il visite souvent à cheval. Les voyages en Tunisie et en Algérie confirment la fascination de Rousseau pour les chevaux et les cavaliers. Là je vous l'ai mis en photo, bon tout jeune déjà, il était cavalier sur son âne. En 1881.
Rousseau se rend au Maroc entre 1920 et 1932. Il rencontre là-bas à maintes reprises le peintre Jacques Majorelle. En 1926, il obtient l'autorisation d'accéder à la cour royale du Maroc et réalise le portrait à cheval du sultan Moulay Youssef. Un privilège rarissime. Ce qui est rarissime surtout, c'est de peindre le visage du sultan. Et c'est ce qu'il a fait par 2 fois, que vous voyez ici. Et c'est la personne sous le parasol. Donc il peint des fantasias, qui sont des parades équestres en usage dans les festivités arabes, au cours desquelles les cavaliers exécutent à vive allure des exercices de voltige en déchargeant leurs armes. Henri Rousseau est reconnu comme l'un des plus grands peintres de chevaux. Alfred Château. Alors là, je l'ai choisi parce que pendant plusieurs années, il est influencé par un style mélodramatique et peint un Orient de fantaisie, mais il abandonne ce style en apprenant à connaître l'Algérie et trouve une nouvelle inspiration dans les vieux quartiers d'Alger ainsi que dans la vie des habitants. Donc là, vous avez un exemple de l'Orient de fantaisie ou fantasmé et de l'Orient du réel. À gauche, un drame au sérail, alors avec tout ce que ça implique de sang, de sensualité. Et à droite, des fillettes d'Alger qui sont charmantes avec leurs bijoux. Hippolyte Casimir Gours, un tableau que j'aime aussi par son ciel bleu. Élève de Benjamin Constant, il remporte une bourse de voyage à l'exposition coloniale de Marseille en 1906. Ces voyages le mènent en Algérie et Tunisie et feront de lui un peintre orientaliste. Eugène Isabey, alors, peintre lithographe et aquarelliste. En 1830, il fait la campagne d'Afrique, au cours de laquelle il peint le camp de débarquement français à Sidi Ferruch. C'est pour ça surtout que je vous l'ai mis. Voilà, c'est un peintre de bataille. En 1831, il est choisi pour accompagner la mission diplomatique du comte de Mornay au Maroc. Cependant, il refuse, rentrant tout juste d'Algérie. Il est remplacé par Eugène Delacroix, qui reviendra de cette mission diplomatique avec ses célèbres carnets du Maroc que je vous ai montré tout à l'heure. Georges Le Poitevin. Voilà, 2 tableaux au musée de Narbonne. Il a été formé aux Beaux-Arts et aux Arts décoratifs de Paris. Lauréat du prix Abdeltif en 1945, il séjourne à la Villa Abdeltif à Alger et participe aux missions sahariennes d'Henri Lotte, consacrées au relevé des peintures rupestres du Tassili Nanger. Voilà, c'est des tableaux. Il restera très impressionné par les 2 expériences qu'il va vivre au Sahara en 1949 et 1950, puis de 1956 à 1957. Il choisira de rester en Algérie après l'indépendance et devient conservateur du site musée de Tipaza avant de revenir en France en 1962. Voici la mission Henri Lotte. Alors, Henri Lotte est un explorateur et chercheur français qui a fait connaître les peintures rupestres préhistoriques du Tassili Nanger, massif de montagnes situé au centre du Sahara, datant de 9000 à 10 000 ans. Lors de la mission 1956-57, dont Georges Le Poitevin fait partie, il réalise avec son équipe des relevés et des peintures à l'aide de calques sur les fresques, révélant un Sahara autrefois fertile et peuplé de chasseurs et de pasteurs. Là, vous avez les relevés de peinture de Georges Le Poitevin. J'aime beaucoup les autruches à gauche. Alors, les critiques. Les travaux de Henri Lotte dans le Tassili et le Hogar avec l'aide de l'armée française au début des années 1970 feront l'objet de contestations et de critiques rétroactives. L'Algérie estimera plus tard que les collections constituées par Henri Lotte et ses relevés appartiennent à son propre patrimoine culturel et considérera leur transport en France comme du pillage. Camille Rogier. Alors, Camille Rogier étudie le dessin, l'aquarelle et la gravure à Toulouse. Il est membre du Petit Cénacle, qui est un groupe littéraire et artistique de jeunes romantiques français,
formé en 1830 avec ses amis Gérard de Nerval et Théophile Gautier, qu'il retrouve à Constantinople en 1840. Il peint les colonnes de Bacchus, que vous voyez là, en 1855. Prosper Méria les avait peintes aussi, ces colonnes de Bacchus se trouvent à Latakié, en Syrie. Alors, Alors, les colonnes de Bacchus, ce sont des vestiges datant de l'époque romaine au sud de Latakié en Syrie, une colonnade romaine, 4 colonnes à chapiteaux corinthiens, érigées sous le règne de Septime Sévère. C'est un empereur de 193 à 211. À Constantinople, il accueille chez lui de nombreux artistes comme Gustave Flaubert. Je reparle de Camille Rogier. De retour en France, il publie en 1946-47 son album La Turquie, Mœurs et usages des Orientaux au XIXe siècle, avec une préface de Théophile Gautier. Le voilà au milieu de ses amis. Alors là, c'est à Beyrouth, habillé à l'oriental. Je pense qu'il devait être un peu original. Alors, première femme. Alors, les portraits de groupes de personnes. La première femme dont je vous parle, il y a en fait peu dans l'exposition, peut-être au moins d'une dizaine, je ne sais pas si c'est 4, 5, le nombre exact. Moi, j'en ai choisi 2 femmes. Donc vous avez Monique Cras, figure emblématique de la femme peintre et affichiste voyageuse, africaniste et orientaliste. Elle intègre l'École nationale des beaux-arts de Paris en 1932. Après avoir obtenu une bourse d'État en 1937, elle réalise un premier séjour en Afrique du Nord, parcourant le Maghreb. En 1938, un voyage d'études l'a conduit au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, au Niger ou encore en Guinée, ce qui l'a fait considérer comme une artiste africaniste. Monique Cras écrit un journal de voyage qu'elle dessine et peint tout autant qu'elle rédige sans jamais le publier. Ouvrez les guillemets. Les gens des colonies AOF, Afrique occidentale africaniste, voilà. Alberto Passini, donc l'italien, avec, alors celle-là je voulais vous la montrer parce que une architecture vraiment, il a fait de très beaux peintures concernant l'architecture islamique, très fine. Et alors là où ce que je voulais vous dire juste, c'est vous voyez il y a des boules dans les 3 tableaux par terre, vous avez des ballons. Je sais à quoi ça vous fait penser parce que j'ai cherché un moment. En fait, ce sont certainement des pastèques pour rafraîchir les personnes parce qu'il n'y avait pas de buvette, et je pense que c'est qui vendaient des pastèques. Lui aussi a fait ses colonnes en Syrie. Aujourd'hui, je ne sais pas si elles y sont toujours. Abdeltifi 1952, la couleur musique, le sacré de l'Orient. Alors bon, je vous le montre parce que voilà, il a écrit il a fait les dessins pour un cahier d'œuvres poétiques de Brassens. Là vous avez ici le dessin du Fossoyeur. Et c'est un monsieur qui a vécu jusqu'à 101 ans. Donc vous l'avez ici à 100 ans et à 2-3 ans avec son cheval. Il a peint une affiche pour la feria de Nîmes. Et surtout il a fait don au musée de Narbonne de ses œuvres. Paysage de Kabylie, femme kabyle du retour du marché. Lui aussi, Jean Vimenet, des objets sculptures aux bijoux. Il a même exécuté des œuvres composites, mi-aquarelle, mi-papier collé. Alors vous avez ici une affiche pour Air France. Et de l'autre côté, rien d'oriental, mais la poule et le poisson dans un panier à salade. Je trouve amusant. Fernand Cormon. Alors, Fernand Cormon est un peintre formé à l'école des Beaux-Arts de Paris auprès d'Eugène Fromentin. Il se fait connaître par ses grandes scènes historiques et ses portraits, tout en restant fidèle au style académique, comme vous pouvez le voir. En 1883, il fonde à Paris l'atelier Cormon, une école privée que je vais vous montrer après. Ici, donc, le harem, j'ai mis quelques images un peu plus près. En fait, c'est un jeune sultan, je suppose que c'est ça, j'ai raconté cette histoire, qui trouve pour la première fois les jeunes filles de son harem, qui paraît très étonné. Tout le monde est présent et les soldats se moquent de lui. Et cette sorcière avec le perroquet, je ne sais pas ce qu'elle représente, mais bon.
Alors, je me trompe de bouton. Fernand Cormon, le voilà. Voilà son style académique, le harem fantasmé. Et son atelier, je ne sais pas si vous reconnaissez, en bas à droite, Toulouse-Lautrec, on le reconnaît assis, voilà. On reconnaît sa silhouette. Et Fernand Cormon, bon, j'ai pas trop le temps, mais j'ai envie de vous le dire, ça. C'est pour la petite histoire. Son épouse fut assassinée le 26 octobre 1934 dans son appartement du numéro 19, boulevard des Batignolles, la gorge tranchée par une voisine, Marie Lemoine, une prostituée. Voilà. Pierre Pruvost, donc prix adjectif 1951. Bon, là, je n'en dis pas plus, vous voyez le tableau. Jolie couleur. Les portraits individuels. Alors, Isidore Pils, le tableau qui se trouve à gauche, la tête de Kabyle, est au musée de Narbonne. Les deux autres, je les ai rajoutés parce que j'ai trouvé amusant leur coupe de cheveux. Ça rappelle quand même un petit peu les coupes de cheveux de certains jeunes aujourd'hui. Donc Isidore Pils, son œuvre la plus célèbre, elle va vous parler, c'est Rouget de Lille chantant la Marseillaise en 1792. Moi je l'avais dans mon livre d'histoire et je m'en rappelle. Et suivant les troupes françaises en Crimée en 1854-55, il commence à s'orienter vers la peinture militaire. En 1860, il envoie son tableau La fête donnée à l'empereur et l'impératrice à Alger. En 1860, à l'exposition universelle de 1867. Vous voyez l'impératrice et l'empereur au milieu des chefs kabyles, ici. Toujours Isidore Pils, je vous l'ai mis, autoportrait et quelques portraits. Louis-Émile Pinel de Grandchamp, Enfant et son âne, un tableau qui est très beau. Voilà, alors là, il a peint deux femmes avec des lumières qui arrivent soit par en haut, soit sur le côté. Et je trouve un très bel éclairage. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à Émile Pinel de Grandchamp, c'est les peintres bimbelotiers. Alors, Pinel de Grandchamp, Benjamin Constant et Gustave Guillaumet furent surnommés peintres bimbelotiers en raison de la présence abondante d'objets orientaux dans leurs œuvres après leur voyage. Ces éléments fidèlement représentés constituent aujourd'hui de précieux témoignages visuels pour les historiens, comme le montre le tableau Emina, Souvenir d'Orient, où apparaît le guéridon mamelouk, le support de livres Coran. Dans le tableau Chasse aux mouches, oriental aux chasse-mouches, la jeune femme s'appuie sur une boîte. Alors, attendez, je sais. S'appuie sur une boîte de fabrication cantonaise du XIXe siècle, décorée de scènes chinoises et destinée au marché européen friand d'objets exotiques. Elle tient un chasse-mouche finement sculpté, probablement d'origine turque, orné de plumes d'aigrettes ivoire. La qualité, la rareté et le raffinement de ces objets, alors aperçus comme typiquement orientaux, en font aujourd'hui des pièces très recherchées pour les collectionneurs et les musées. Eugène Fromentin, quelle heure est-il? Il faut que je lise. Alors, Eugène Fromentin, peintre et écrivain, il est des principaux représentants de la peinture orientaliste. Lors de son voyage en Algérie à la fin de 1852, mené dans le cadre d'une mission archéologique, il étudie avec précision les paysages et les mœurs locales. Ses observations nourrissent une œuvre marquée par un grand réalisme qui relève autant de l'art que d'une démarche proche de l'ethnologie, comme beaucoup d'entre eux. Il a peint ici les femmes ou les nails, d'une façon un peu lascive. Bon, je suppose qu'il fait très chaud et qu'elles se mettent à l'abri des murs. Voilà, en 1856, encouragé par les critiques élogieuses, il entreprend la rédaction de l'ouvrage Une année dans le Sahel, son récit de voyage publié en 1858. Les femmes ou les nails. Dans son ouvrage, Fromentin relaie l'idée selon laquelle les femmes ou les nails seraient traditionnellement des prostituées. Une vision qui les présente comme ayant un comportement jugé atypique dans un contexte musulman et il les qualifie de danseuses.
il reste difficile de mesurer la responsabilité des artistes voyageurs dans l'exploitation sexuelle de ces femmes. Mais la littérature française a contribué à diffuser une image d'une prostituée dite traditionnelle, favorisant progressivement l'émergence d'un tourisme sexuel. Là, vous avez la salle d'exposition qui est parsemée de citations d'Eugène Fromentin, de Théophile Gautier, de Victor Hugo. Je vous ai mis ces deux, celle de Fromentin, que je trouve intéressante. Emmanuel de Dieudonné, je ne dirai pas grand-chose sur lui. Bon, un tableau, toujours l'Orient quand même, de fantaisie, je pense, je ne sais pas trop le qualifier. Suisse, il est suisse. Mais ce dont je veux vous parler, c'est de Osman Hamdi Bey, le plus oriental des peintres orientalistes, peint donc par Emmanuel de Dieudonné. Mais c'est le peintre Osman Hamdi Bey qui m'a intéressé. Il est à la fois peintre et archéologue. Et c'est un ardent défenseur du patrimoine de l'Empire ottoman. Né à Istanbul en 1842, fils du grand vizir Ibrahim Eden Pacha, il se forme à Paris dès 1860 auprès de peintres orientalistes, dont Jean-Léon Gérôme. Fondateur du musée archéologique et de l'Académie des Beaux-Arts d'Istanbul, il est célèbre pour ses œuvres comme Le dresseur de tortues et La porte de la mosquée Muradiya. Caractérisé par un grand souci du détail et une recherche d'authenticité. Son art se distingue par une approche critique et érudite à contre-courant de l'exotisme occidental de son époque. Donc on dit de lui que c'est le plus oriental des peintres orientalistes. Vous avez un documentaire sur Arte jusqu'au mois de mars, mi-mars, donc d'Istanbul au Caire, 1000 manières d'être moderne. Et le premier volet parle des peintres de l'Empire ottoman, dont Osman Hamdi Bey. Ah, mais je me trompe. Jean-Joseph Benjamin Constant, qui peint ici le caïd marocain Taïmi. Grandeur nature, presque grandeur nature. Personnage à la fois paraissant sympathique et dangereux quand même. J'ai vu que, en fait, en 300 ans, 300 ans, oui. J'ai vu que non, 300. Oui, c'est Sifuanès. les armes, les poignets, sont restés les mêmes sur les armes des caïds ou de l'ambassadeur de Shakespeare. Bon, mais ce que je dois vous dire, c'est que de retour en France en 1873, Benjamin Constant s'installe à Narbonne et réalise d'importants décors, notamment l'entrée à Toulouse du pape Urbain II. Je vous ai montré celui-là parce que je le trouve magnifique. Voilà, l'entrée à Toulouse du pape Urbain II en 1086, qui se trouve dans la salle des illustres du Capitole à Toulouse. Peut-être que certaines personnes l'ont vu. Et Benjamin Constant. Alors, il a peint beaucoup d'odalisques. Voilà. En haut à droite, vous avez l'odalisque qui se trouve à Narbonne, une qui se trouve au musée d'Orsay et deux autres. Donc, les odalisques, un poncif de l'orientalisme. Le terme odalisque, issu du turc odalik, désigne une femme au service du sultan dans le harem de l'Empire ottoman. Au XIXe siècle, alors que l'Orient fascine l'Occident, cette figure est largement représentée en peinture et en littérature. Dans l'imaginaire occidental, l'odalisque incarne un Orient associé à la sensualité et au plaisir. Et ça, c'est la plus connue, la grande odalisque de Jean-Auguste Dominique Ingres. Hippolyte Lazerge, qui est né à Narbonne, figure incontournable de l'école orientaliste algérienne. Il quitte Narbonne à l'âge de 13 ans pour s'installer avec son père boulanger à Alger en 1830, au début de la colonisation. Il est considéré comme un des fondateurs de l'école orientaliste d'Alger au XIXe siècle. Voilà. Je trouve le tableau de droite avec le ciel, la fumée du feu de camp et cette porteuse d'eau qui a l'air bien malheureuse.
Henri Destienne, c'est le nom donné aux salles de l'exposition. Voilà, un portrait d'une femme au lait avec tous ses bijoux. Et comme on va bientôt manger du pain et du couscous. Émile Dekers. Alors Émile Dekers, bon, en 1940, c'est un peintre, voilà, qui a fait beaucoup de portraits, et que je trouve aussi très beau. Ces foulards de toutes les couleurs. En 1940, il rejoint sa fille au Rwanda Congo-Belge. Son séjour l'ouvre à l'art africain, comme en témoigne la danse des Tutsis. Encore un portrait, des portraits, avec cet homme aux yeux clairs. Voilà, la danse des Tutsis au Rwanda en 1947. À la mort de sa fille en 1947, il revient en Algérie et poursuit son activité artistique, mais rentre en France en 1966, après 40 ans passés en Algérie. Africaniste et orientaliste, il aura été le portraitiste de tous les Algériens. Max Moreau. Alors Max Moreau, je regarde l'heure, bon j'ai presque fini. Max Moreau, il s'établit à Grenade en 1966 où il acquiert le Carmen de los Reaños. Atteint de la maladie du Parkinson à partir de 82, il cesse toute activité artistique. À sa mort, la ville de Grenade hérite de sa demeure, devenue en 94 la Casa Museo Max Moreau, aujourd'hui ouverte gratuitement au public et conservant son atelier et une partie de son œuvre. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Un musée gratuit. Là voilà. Voilà la deuxième femme, Alice Martinez Richter. Agadir, la terre a tremblé. Alors je vous parle d'elle un peu quand même. Peintre expressionniste et première femme double lauréate du prix de Rome en 1933 et 1939, s'impose dans un contexte peu favorable aux femmes artistes. Installée en Algérie en 1940, elle mène une carrière active entre enseignement et création. Son œuvre témoigne d'événements marquants comme le séisme d'Agadir en 1960, catastrophe qui frappe le Maroc la nuit du 29 février au 1er mars 1960. Un violent séisme a ravagé Agadir et a pratiquement détruit cette ville de 50 000 habitants, faisant plus de 15 000 morts. Un séjour au Cameroun en 1974 nourrit, ah ouais, alors là ça ressort quand même le jaune. Nourri d'étoiles engagées sur la vie africaine, saluées par la critique pour leur force expressive. Marguerite, en bas à gauche, et Survivre, cette grande toile qu'elle exposera au salon des femmes peintres de 1974, attirera l'attention de la presse. Cette année, les artistes du beau sexe ont pris Survivre pour terme de leur salon, mais peu l'ont traité. Une vingtaine et d'une manière approximative, à part Martinez Richter, qui dans un style dépouillé, sait fort bien témoigner de ses sentiments. Atteinte de troubles visuels, elle cesse de peindre après 1985. Et Alexandre Roubtsov. Alors là, je fais un peu plus long aussi, quand même, est un peintre orientaliste russe, naturalisé français en 1924, dont l'œuvre est principalement liée à la Tunisie. Formé à l'école des beaux-arts de Saint-Pétersbourg et proche de la cour impériale, il découvre l'Orient en 1913 avant de s'installer définitivement à Tunis en 1914, sans jamais retourner en Russie. Rapidement intégré à la société coloniale, il se fait connaître par ses portraits mondains, puis s'impose en 1920 comme le peintre de la lumière lors du salon tunisien. Alors je vous ai mis un tatouage berbère aujourd'hui. Le tatouage berbère renaît comme une tradition ancestrale que de jeunes femmes perpétuent, alliant expression corporelle et affirmation d'une identité culturelle forte. Là, vous avez donc le peintre Rouspov en train de peindre une autre bédouine. Vous avez une jeune mariée que l'on a envie de plaindre
parce que toute seule sous son voile, là, elle doit quand même être un petit peu inquiète de ce qui va se passer. Le travail de Rousseboff, d'abord marqué par une approche documentaire des costumes et traditions, évolue vers une peinture attentive à la dignité, au regard et à la sensibilité de ses modèles, notamment les Bédouins. Ce sont eux, les Bédouins, ouvrez les guillemets, ce sont eux, les Bédouins montagnards, frustes et ignorants, qui sont beaux, nobles et raffinés, tandis que nous autres, les représentants de la civilisation la plus avancée, nous sommes laids, mesquins, inélégants. Ses œuvres les plus importantes sont signées et datées en français et en arabe. Vous en avez un exemple de ce tableau, en bas à gauche français, en haut à droite arabe. Je voulais vous montrer cette, parce que c'est un des rares tableaux où l'on voit colons et indigènes mêlés. Moi, je n'en ai pas vu dans l'exposition, et même sur Internet, j'en ai vu très peu, à part pour les batailles, les scènes de bataille. Alors ici, vous avez plusieurs personnages. Vous avez Alexandre Rousseboff lui-même qui s'est représenté ici avec son carnet et un casque colonial. Vous avez des zouaves, vous avez des militaires français. On est en 1918. Alors je ne sais pas si c'est avant la fin de la guerre ou juste à la fin de la guerre. Vous avez des officiers. Vous avez des veuves de guerre, vous en avez au moins 2. Vous avez des enfants qui jouent, et puis des enfants qui travaillent. Ici, un petit qui vend des bouquets de jasmin au café. Et ce que je voulais dire, oui, en fait, voilà, c'est un tableau. Alors, c'est l'avenue Jules Ferry de 1918, les Champs-Élysées tunisiens, devenue avenue Bourguiba en 1956, population cosmopolite. Redécouvert dans une famille française, ce tableau monumental d'Alexandre Rousseboff, présenté en 1921, est une œuvre majeure illustrant son attachement à la Tunisie et à la France. Voilà. Et voilà. Et monsieur, c'est monsieur... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.